J'ai découvert ce qu'il y avait de très ténu chez Bergman avant d'être emporté par cette sorte de grand souffle tellurique et cosmique qu'il peut y avoir dans sa peinture. Bienvenue dans L'Amour de l'Art, le podcast de la galerie Perrotin. Ici, des artistes nous parlent d'autres artistes. Musique, littérature, cinéma, art visuel, théâtre. Ils et elles nous partagent, de manière très personnelle, leur regard sur ces œuvres qui les fascinent. Car l'art appartient à tous, nous en sommes convaincus. Comme l'a si bien écrit Pierre Bourdieu dans L'Amour de l'Art, la culture n'est pas un privilège de nature, il suffirait que tous possèdent les moyens d'en prendre possession pour qu'elle appartienne à tous. Désormais, nous invitons à ce micro des artistes et des personnalités issus de tous les champs culturels et industries créatives, afin d'évoquer des artistes visuels qu'ils aiment et avec lesquels ils entretiennent une forme de dialogue créatif. Né en 1977 à Paris, Thomas Schlesser est écrivain et historien d'art. Après avoir été journaliste, notamment pour Beaux-Arts Magazine et Radio Nova, il développe un travail à la croisée de la recherche, de la transmission et de la fiction, et enseigne depuis 2014 à l'École Polytechnique. Son roman Les yeux de Mona, paru en 2024, connaît un retentissement international et reçoit plusieurs distinctions, dont le prix de l'auteur français de l'année 2025. Il poursuit aujourd'hui cette exploration avec Le chat du jardinier, publié en 2026, un roman centré sur l'initiation à la poésie. Il dirige surtout la fondation Hartung Bergman, où il contribue à la valorisation des œuvres de Hans Hartung et d'Anna Eva Bergman. Dans cet épisode, Thomas Schlesser nous parle de Anna Eva Bergman, avec laquelle il entretient un dialogue intellectuel et sensible, nourri par son regard d'écrivain et d'historien de l'art. Bonne écoute. Je suis né en 1977 et je suis venu à l'art relativement tard. Pas très tard, mais j'avais une vingtaine d'années. En fait, c'est en allant au musée d'Orsay, un peu dans un cadre scolaire, quand j'étais en Hippocagne, un peu forcé, que je suis tombé pour la première fois sur des œuvres du 19e siècle qui m'ont intrigué. Je dirais pas que ça m'a plu ou que ça m'a renversé, je dirais pas du tout ça, mais ça m'a intrigué intellectuellement. Et en particulier l'œuvre de Gustave Courbet. Pendant mon enfance, je vois très peu d'art, j'ai quasiment aucun souvenir de musée. Je me rappelle tout petit être allé au Louvre dans la section égyptienne. Je me rappelle aussi, à l'âge de 15 ans, avoir vu l'exposition sur la collection Barnes, donc la grande collection de Philadelphie, au musée d'Orsay, et d'avoir vu l'exposition L'âme au corps au Grand Palais, alors que celle-ci n'est restée que quelques semaines, parce qu'il y avait eu ensuite un problème technique qui avait forcé sa fermeture. Et puis j'avais une tante par ailleurs qui peignait, et j'adorais cette tante, et puis j'aimais parler avec elle de peinture. Mais l'art n'a pas du tout baigné mon enfance ou ma prime jeunesse ou mon adolescence. C'est venu à partir de mes 20 ans. J'ai eu la chance immense d'avoir une passion esthétique précoce pour le jeu vidéo. Dans les années 80, j'ai d'abord eu, c'était mon grand frère qui avait un MO5, puis un Commodore 64, puis un Atari 520 ST, ensuite une Mega Drive. On a eu aussi la ColecoVision, donc ça c'était un peu avant. Et on en était à un moment de l'histoire vidéoludique où, on le sait bien, il s'agissait de bouillie de pixels. Mais cette bouillie de pixels, elle me fascinait. Et mon émotion n'était pas simplement celle d'un gamin qui aimait jouer. J'aimais vraiment regarder, j'étais fasciné par les graphismes que je trouvais souvent extrêmement beaux. Et j'étais fasciné aussi, ça c'est une très très grande chance, par l'évolution des graphismes. Il faut imaginer que entre 1982 et 1990, ce qu'on a sur les écrans progresse, évolue à une vitesse prodigieuse, et donc il y a une excitation folle à passer d'une machine à l'autre, d'un jeu à l'autre, et à voir la finesse comme ça, visuelle, qui s'aiguise de plus en plus. Je vais citer un ou deux jeux qui m'ont beaucoup marqué. Je me souviens notamment de Karateka sur Commodore, de Defender of the Crown, je me souviens de The Pawn, je me souviens évidemment des jeux Lucasfilm comme Maniac Mansion. C'était pour moi des expériences d'une très grande profondeur esthétique. Je connaissais l'œuvre de Hans Hartung grâce
à des visites régulières à la Fondation Hartung Bergman avant d'être le directeur, parce que j'étais invité par le précédent directeur, François Hers, à faire des séminaires là-bas, qui n'avaient rien à voir d'ailleurs avec Hartung et Bergman. Et puis, en 2010, je me rappelle très bien, je reviens à la Fondation, je vais dans l'atelier d'Anna Eva Bergman, je vois quelques-unes de ses œuvres, et je suis profondément ému, parce que je sens d'emblée qu'il y a chez elle une forme de gravité, de spiritualité. Et quand on est en 2010, il faut quand même avoir ça en tête, les critères d'appréciation ne sont pas tout à fait ceux d'aujourd'hui. On est encore dans une phase où on attend des œuvres d'art une sorte de pouvoir subversif, hédoniste, transgressif. On est encore dans le culte de la provocation. Je dirais c'est un peu la queue de la comète de l'arrogance libérale qui commence avec la fin des années 70 et s'est arrêtée avec les années 2010. Donc, se dire ému par la beauté d'Anna Eva Bergman en 2010, pour le dire de façon un peu étrange, mais tout le monde va comprendre tout de suite, c'était pas cool, ça ne matchait pas. Et donc j'avais du mal à me l'avouer à moi-même, parce que j'ai beau, je crois, être plutôt indépendant d'esprit, je suis aussi un produit de l'influence sociale et culturelle. Mais je sens ça immédiatement. Et donc rétrospectivement, ce que je crois, c'est que l'époque n'était pas prête à regarder Anna Eva Bergman et que on a la grande chance aujourd'hui d'être dans un moment de la société où les critères d'appréciation sur l'art et les artistes ont changé et on a maintenant la possibilité de voir plus sereinement ce qu'est la nature de l'œuvre de Bergman. Ça tient pas seulement, je tiens à le dire, au fait qu'elle était une femme, comme on le dit beaucoup trop souvent. Bien évidemment que ça a entravé sa notoriété, c'est sûr et certain. Mais je voyais bien dans les années 2000 qu'il y avait énormément d'artistes femmes qui étaient regardées avec beaucoup d'admiration, d'intérêt, etc. Et Anna Eva Bergman, il y avait quelque chose qui résistait, et à mon avis, qui tenait vraiment à la nature de son œuvre, cette œuvre à la feuille de métal, cette œuvre très simple, cette œuvre vraiment gorgée de sensations de nature et de sensations spirituelles. Ça ne passait pas. Et maintenant, c'est merveilleux de voir l'engouement qu'il y a autour d'elle. C'est toujours difficile de dire qu'on a une œuvre préférée, mais on peut quand même, si on est honnête avec soi-même, se fixer une ou deux pièces vraiment majeures. Moi, je suis à chaque fois époustouflé quand je vois une de ces œuvres qui s'appelle Le Feu, qui fait partie d'une série plus générale autour du feu, et qui est une œuvre qui est massivement à la feuille d'argent et à la feuille d'or, de grand format, et avec des feuilles qui sont légèrement déchirées, mais qui en même temps forment un pattern, comme une sorte de grande mosaïque. Et cette œuvre évoque une sorte de brasier, mais c'est un peu comme si le baiser de Gustav Klimt, que Bergman admirait beaucoup, avait été abstractisé. D'une certaine manière, c'est une œuvre qui me donne le sentiment que Gustav Klimt et Fra Angelico ont fusionné dans l'œil abstractisant d'Anna Eva Bergman. Il y a quelque chose qui bouge en moi à chaque fois que je vois cette œuvre. Donc la série des feux, des flammes en règle générale chez Bergman, c'est en effet quelque chose qui me parle particulièrement. Anna Eva Bergman, c'est une trajectoire extraordinaire parce que c'est une femme qui est née en 1909 en Suède, mais qui sera de nationalité norvégienne, qui meurt en 1987 à Antibes, dans un endroit absolument sublime, qui, entre ces deux dates, va être d'abord illustratrice, puis peintre, va connaître la Deuxième Guerre mondiale, va avoir énormément de problèmes de santé qu'elle va surmonter, va décider de ne pas avoir d'enfant pour se consacrer à son art. Son art qui est vraiment, dans la deuxième partie de sa vie, un art de l'épure, un art qui est inspiré de la nature, mais pour en donner une vision très quintessentielle. En plus, avec deux mariages à 35 ans de distance avec Hans Hartung. Bon, il y a comme ça une vraie trajectoire romanesque. Donc, d'emblée, c'est un personnage attachant. Anna Eva Bergman donc, se marie avec Hans Hartung en 1929, et c'est elle qui le quitte en 1937, et elle obtient le divorce en 1938. Et cette année 1938, elle a 29 ans. Alors à 29 ans, on a encore une jeune femme, mais déjà, il y a une part de maturité un peu plus épaisse. Et on sent
que Bergman n'a plus tout à fait la même innocence ni le même enthousiasme, comment dirais-je, un peu naïf de ses 20 ans. Et elle décide à ce moment-là de faire un voyage en Italie où elle va faire toutes les grandes étapes de la vie patrimoniale et culturelle. Elle va aller à Ravenne, elle va aller à Florence, elle va aller à Rome. Ça la bouleverse considérablement. Et en particulier, c'est le moment où elle va découvrir les primitifs italiens qui vont être tellement importants pour elle quand elle va ensuite s'orienter vers ce qu'elle appelle son art d'abstraire, c'est-à-dire son vocabulaire artistique de la maturité à partir du début des années 50. Et donc, ce moment de 1938, je le trouve très intéressant. C'est un vrai moment d'émancipation. Elle s'est séparée de Hartung. Sa vie est très loin d'être facile. C'est sans doute une bouffée d'oxygène pour elle qui n'aimait plus Hans de ne plus l'avoir à ses côtés. Mais à l'évidence, c'est quand même aussi une phase très douloureuse. Et elle en profite pour se jeter dans le bain infini des classiques. Et elle en ressort profondément transformée, métamorphosée. Et ce que je trouve génial, c'est que cette métamorphose n'est pas une métamorphose soudaine, ce sera une métamorphose en différé. Il faudra qu'elle ensuite, d'une certaine manière, qu'elle assimile, qu'elle se laisse infuser par tout ça, pour que ça ensuite, ça soit vraiment opérant dans son œuvre. Bergman représente beaucoup de choses pour moi, à la fois professionnellement et personnellement. Professionnellement, c'est évident, je dirige la fondation Hartung Bergman, c'est-à-dire que je suis le directeur de l'institution qui est en charge de sa mémoire. C'est pas rien quand on commence à y réfléchir vraiment en termes quasiment philosophiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'institution Fondation Hartung Bergman prend ses décisions en essayant de s'imaginer ce que Anna Eva Bergman aurait souhaité pour sa propre œuvre. Hein ? Donc, si on fait bien le boulot, il faut toujours se dire, si elle était avec nous, qu'est-ce qu'elle déciderait ? Est-ce qu'elle dirait oui ou est-ce qu'elle dirait non ? Et de temps en temps, en plus, on est obligé de se dire, peut-être qu'elle dirait non, mais que on a une vision d'elle où on sait, contre son propre avis, que ce serait dans son intérêt, par exemple, d'être exposé, j'en sais rien, aux États-Unis ou en Italie ou en Allemagne. Bon, bref, il s'agit donc de l'avoir toujours en tête. Donc, comme on peut l'imaginer, pour moi, ça signifie avoir un quotidien avec son petit fantôme, très bienveillant, très inspirant, mais quand même bien présent sur mon épaule, sinon 24 heures sur 24, du moins une bonne partie de la journée. La deuxième chose, c'est que j'ai écrit une biographie d'Anna Eva Bergman. Je dis bien une biographie, pas une monographie. Une biographie, c'est-à-dire le récit de sa vie. Je me suis plongé dans ses archives, j'ai lu ses textes, y compris en norvégien. J'ai été dans la matière de sa vie, quasiment mois après mois. Toutes ses photographies, ce qu'elle lisait, sa bibliothèque. Et donc, je me suis tellement imprégné de sa vie que sa vie est en moi. Et puis bon, c'est pas complètement anodin. Quand je suis à la Fondation Hartung Bergman, il peut m'arriver de loger à la Fondation même. Je n'y suis absolument pas chez moi, mais il y a la nécessité parfois d'être sur place. Et dans ce cas-là, je dors dans ce qu'était sa chambre. Donc il y a vraiment une proximité qui est une proximité spirituelle et physique. En tant que romancier, j'ai toujours besoin de faire des allers-retours entre des pratiques d'écriture de fiction et des pratiques d'écriture académique ou universitaire. Je n'arrive pas à faire un texte de façon monolithique. C'est pour ça d'ailleurs que parfois on me le reproche, on me dit que je publie beaucoup, mais c'est parce que j'écris toujours deux choses en même temps, toujours, systématiquement. Et quand j'écrivais les yeux de Mona, en fait, j'écrivais en même temps la biographie d'Anna Eva Bergman. Et donc, il y avait ce jeu comme ça de mouvements pendulaires entre les deux. Et donc, Bergman et les yeux de Mona se sont en partie tressés dans ma tête et sous mes doigts quand j'étais devant l'ordinateur. De façon plus générale, il a pu m'arriver, pas toujours, pas systématiquement, mais de pratiquer l'écriture de la fiction, que ce soit pour les yeux de Mona ou pour le chat du jardinier, à la Fondation Hartung Bergman. Voilà, quand la journée est terminée ou quand elle n'a pas encore commencé, je prends une demi-heure, une heure pour écrire de la fiction. Et dans ces moments-là, je suis complètement imprégné de l'atmosphère d'Anna Eva Bergman et de Hans Hartung. Donc, ils sont là, tous les deux, tout le temps, et c'est une chance extraordinaire. Si j'avais une seule question à poser à Anna Eva Bergman à la faveur d'un miracle qui la ferait réapparaître, question qu'on ne lui pose jamais, on lui demande toujours
ses artistes favoris. Moi, j'aimerais qu'elle me parle des artistes qu'elle déteste. Je crois que c'est une question essentielle. Et je dirais même mieux que ça. Quels sont les artistes qu'on estime être de grands artistes et que vous n'aimez pas? Je sais par exemple que Bergman n'aimait pas tellement les surréalistes, mais qu'elle n'appréciait pas particulièrement Salvador Dali, par exemple. Mais elle ne développe pas plus que cela. Si j'étais avec elle, j'aimerais bien l'entendre dire quelques crasses bien méchantes sur des peintres, des sculpteurs, des photographes du passé et du présent. Ça m'amuserait beaucoup. Par ailleurs, ma mère adore Anna Eva Bergman. Et elle brode quantité d'œuvres d'Anna Eva Bergman. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas commercialisé, il n'y a aucune trahison du droit moral et encore moins des conflits d'intérêts. Mais ma mère c'est vraiment animée par une passion immense pour Bergman, donc on en parle tous les deux très très souvent. Elle regarde Anna Eva Bergman avec beaucoup d'attention. Et donc, là aussi, c'est assez étonnant, c'est-à-dire que Bergman est presque devenu une histoire familiale. Voilà, c'est comme si c'était une grand-tante qu'on n'avait pas connue, mais qui est là avec nous. Donc, c'est joli. Nous espérons que vous avez apprécié cette discussion avec Thomas Schlesser sur Anna Eva Bergman. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux @Perrotin pour ne rien manquer de nos prochains épisodes et actualités. À très bientôt en compagnie d'autres artistes pour l'amour de l'art.